Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat, vous le savez, avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale à travers un regard alternatif du continent via un prisme du Sud. Ces dernières années, l'Afrique est devenue l'un des territoires les plus exposés aux effets du dérèglement climatique, sécheresse, vagues de chaleur extrêmes, perturbations agricoles majeures et désormais inondations d'une intensité inédite. Le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale subit pourtant des impacts disproportionnés. Au Maroc, les récentes inondations ont rappelé avec force que la vulnérabilité climatique n'est plus une hypothèse, mais une réalité immédiate. Elles interrogent notre capacité d'anticipation, la résilience de nos infrastructures, mais aussi la manière dont le climat est ou n'est pas intégré dans la planification du développement. Car la question centrale n'est plus aujourd'hui seulement environnementale, elle est économique, sociale, territoriale. Alors comment bâtir aujourd'hui des routes, des villes, des systèmes agricoles sans intégrer pleinement les projections climatiques? Comment éviter que les politiques de développement d'aujourd'hui ne deviennent les vulnérabilités de demain? Dans Alternative, aujourd'hui nous posons donc une question fondamentale. Quelles alternatives précisément concrètes mettre en place aujourd'hui pour anticiper les impacts du changement climatique et éviter les catastrophes naturelles en Afrique, notamment à la lumière des inondations récentes au Maroc? Pour en débattre, deux invités, Monsieur Tal Bedi, expert en environnement et social au CORAF au Sénégal, et Madame Raja Chafil, experte internationale en changement climatique et ancienne directrice générale du Centre 4C au Maroc. Je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue dans Alternative. Merci pour l'invitation. Merci, Madame Naja. Alors, je commence avec vous, Madame Raja Chafil. Je vais commencer par l'état des lieux. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui des récentes inondations qu'a connues le Maroc? Vous qui êtes à la fois experte en changement climatique, mais aussi en durabilité, quelles vulnérabilités structurelles ont été révélées, on peut dire, dans notre modèle d'aménagement et de gestion du territoire après ces inondations? Oui, en fait, concernant les récentes inondations, on sait que malheureusement, elles sont arrivées après plusieurs années de sécheresse récurrente qui, on croyait, était devenue systémique. Et puis vient l'année 2025, fin 2025 et début 2026 avec les inondations que nous avons connues. De premier abord, je voudrais d'abord féliciter tous les corps organisés de l'État qui ont su gérer avec beaucoup d'efficacité ce qui allait être une véritable catastrophe. Et comme vous le savez, le Maroc a été félicité et salué par plusieurs pays, notamment des pays européens, pour l'efficacité et la rapidité avec laquelle il a pu quand même anticiper les inondations qui allaient avoir quand même des dégâts désastreux et sur les vies humaines et sur le territoire. Bon, maintenant, pour revenir aux vulnérabilités, on le sait depuis très longtemps, ce n'est pas une nouvelle découverte, que le continent africain est parmi les régions du monde les plus vulnérables vis-à-vis des impacts des changements climatiques. Ça, on le sait depuis très longtemps. Et que les pays où les infrastructures, justement, sont un petit peu fragiles, c'est eux qui pâtissent le plus des questions ou bien des catastrophes climatiques. Maintenant, par rapport au territoire,
on sait que d'après les experts, les problèmes, par exemple, dans les villes qui ont le plus souffert de ces inondations au Maroc, comme l'Aqsa al-Kbir, etc., le problème était que il y avait des zones urbaines proches de cours d'eau, en fait, et c'était la même question également qui s'était posée, même au niveau des inondations de Safi, fin 2025. Alors maintenant, comment faire? Comment faire? C'est que justement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus ne plus tenir compte des risques climatiques dans la planification urbaine ou dans la planification du territoire tout court. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'abord cartographier les risques climatiques. Parce qu'en Afrique et même au Maroc, très peu de zones ont été cartographiées par rapport aux risques climatiques et aux risques de catastrophes naturelles en général. Et quand je dis catastrophes naturelles en général, ça englobe également, bien sûr, les séismes, etc., qui, bien sûr, ne sont pas des catastrophes climatiques. Mais n'empêche que aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous passer de ces cartes de risque qui doivent être faites à l'échelle du territoire, à l'échelle d'une commune, à l'échelle des provinces, à l'échelle des régions et vraiment couvrir tout le territoire national pour justement continuer à anticiper ce genre de catastrophe. Comment on va l'anticiper? Tout simplement, d'abord, en ne construisant plus dans les zones à risque, c'est-à-dire les cours d'eau, et ensuite également donc en essayant de voir comment résoudre les problèmes des maisons ou des bâtiments publics qui se trouvent déjà dans des zones à risque. Il faudrait peut-être les remplacer au fur et à mesure, justement, par d'autres bâtiments qui, eux, seront construits dans des zones qui ne présentent pas de risque. Je voudrais juste revenir à une chose, c'est qu'aujourd'hui, certainement que la carte de l'eau du Maroc a changé. Elle n'a pas véritablement changé, mais par rapport à ce que nous avons connu ces 20 dernières années avec les sécheresses récurrentes, il y avait des cours d'eau qui avaient disparu, il y avait des lacs qui avaient disparu, etc. Et comme si on avait oublié que ces plans d'eau ou ces cours d'eau existaient. Mais en fait, ils ont toujours existé. Aujourd'hui, je crois que nous devons réactualiser nos cartes de l'eau dans toutes les régions et dans tous les territoires du Maroc et en tenir compte. Il faut que ces cartes de l'eau, il faut qu'elles soient sur les tables de tous les décideurs. Soit décideurs dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, du tourisme, même de la santé, de l'éducation, etc., pour ne plus, même, je parle de la santé et l'éducation, pour ne plus prévoir des bâtiments publics comme les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, etc., dans des zones à risque, parce que nous en avons besoin. Malheureusement, en cas de catastrophe, ce sont les hôpitaux qui sont donc au devant de la scène pour pouvoir soigner les blessés, etc. D'accord. Réactualiser les cartes de l'eau et les intégrer donc dans les politiques publiques. Monsieur Tal Bedi, je vous pose également la question. L'Afrique est souvent décrite comme le continent le plus vulnérable au changement climatique. Quelles sont selon vous aujourd'hui les priorités absolues pour anticiper les catastrophes naturelles plutôt que simplement y répondre à un moment où, et là je développe ma question, où nous avons vu effectivement que malgré l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes, le risque climatique, comme disait Madame Chafil, est-il suffisamment intégré dans les politiques de développement sur notre continent aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Nadia. Bon, je pense qu'à la suite de Madame qui vient de développer en fait des éléments extrêmement importants du faible niveau de prise en compte du risque climatique dans les documents de planification de développement, surtout en Afrique.
Donc, je crois qu'il y a un enjeu de taille, qu'il faudrait quand même que nos États, surtout les États africains, qui sont quand même qui reçoivent, en fait, qui subissent les conséquences du changement climatique, il y a, à mon avis, en fait, un certain nombre d'actions à prendre, surtout liées à tout ce qui est système d'alerte précoce. Parce qu'en fait, le développement d'un système efficace d'alerte précoce qui est opérationnel va permettre à nos États de pouvoir anticiper en fait tout ce qui est risque climatique. Parce que généralement, en fait, nous, tant qu'on est dans une perspective d'intégrer ces aspects-là, surtout pour capter les fonds de développement ou bien les financements des bailleurs de fonds, parce que généralement, la plupart du temps, dans les pays africains ou bien dans la plupart des pays africains, quand on intègre en fait ces aspects liés au changement climatique dans les politiques de développement, ça veut dire que c'est en fait une conditionnalité du bailleur de fonds. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on fasse tout pour déconstruire et reconstruire en fait un nouveau paradigme qui va nous permettre en fait de baser tout notre système de développement sur l'alerte précoce. Donc, dans les zones, par exemple, Madame l'a dit tout à l'heure, je prends l'exemple de plusieurs pays africains où, par exemple, les gens, avec la forte urbanisation, les gens ont tendance à habiter dans ce qu'on appelle les zones non édificantes. C'est-à-dire que ce sont des zones qui sont impropres à l'habitat. Ça peut être un cours d'eau asséché, ça peut être d'autres zones, mais qui sont impropres à l'habitat. Mais généralement, les gens habitent dans ces zones-là parce qu'il y a une forte urbanisation. Et quand de fortes précipitations viennent, généralement, ces cours d'eau-là, c'est des zones en fait qui vont être inondées et avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Donc, je pense qu'en fait, le développement d'un système d'alerte précoce est extrêmement important et il nous faut quand même intégrer ça dans nos politiques de développement et dans nos politiques publiques. Madame l'a dit tout à l'heure, la cartographie des risques, ça également, c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est ce travail de cartographie qui va nous permettre en fait de pouvoir identifier les zones à risque. Et quand on identifie les zones à risque, par exemple, quand on fait quand on doit mettre en place une route, il nous faut faire en fait tout ce qui est étude d'impact environnemental et social pour savoir un peu l'impact que ces infrastructures-là pourraient avoir déjà sur cet environnement-là. Donc, et dans cette étude-là, il serait important quand même de pouvoir faire une cartographie des risques et pouvoir identifier les risques, en fait, les zones vulnérables. Et ça, surtout les zones, en fait, qui peuvent être sujettes à inondations, à des sécheresses, ça également, c'est extrêmement important. Donc, le troisième élément qui me semble important pour prévenir ces risques-là, c'est en fait l'intégration dans les politiques publiques du risque climatique. Ça également, je pense que c'est extrêmement important parce que ça doit même être une variable obligatoire pour dans tous les plans de développement. Donc, dans les plans d'aménagement, que ce soit les aménagements hydro-agricoles, que ce soit toutes sortes d'aménagements, il nous faut en fait que ces aspects-là soient bien intégrés pour pouvoir en fait tenir compte de ces risques-là ou bien de pouvoir prévenir en fait ces risques climatiques. D'accord. D'accord. Je vais poursuivre avec vous, Monsieur Badi Tal, en ce qui concerne les plans nationaux de développement et les stratégies agricoles africaines. La dimension climatique est parfois évoquée, mais rarement structurante. Comment transformer cette approche marginale en véritable pilier de planification publique dans le domaine de l'agriculture où l'impact se fait sentir de manière poignante aussi en Afrique? Oui, tout à fait. En fait, l'agriculture est l'un des secteurs en fait, qui reçoit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Dans nos zones, surtout au Sahel, par exemple, si vous voyez les conséquences des changements climatiques sur déjà le niveau de productivité des producteurs, c'est assez alarmant. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est en général, pour dresser en fait l'état des lieux, c'est qu'en fait, en Afrique, généralement, il y a ce qu'on appelle le piège de la temporalité. Nos gouvernants n'ont pas généralement ce réflexe-là de considérer le risque climatique comme étant un risque prioritaire. Généralement, c'est soit, parce qu'en fait, je prends l'exemple par exemple, des politiques d'assainissement. Généralement, les gens disent qu'investir dans l'assainissement, c'est de l'argent enterré. Et c'est également la même chose dans pratiquement toutes les politiques publiques. Les gens pensent qu'en fait, il faut investir dans quelque chose qui est visible. Et les investissements dans tout ce qui est risque climatique, les investissements dans tout ce qui est prévention des changements climatiques, les investissements dans tout ce qui est surtout les solutions fondées sur la nature, ça, c'est des investissements qui peuvent prendre 5 ans, 10 ans. Et donc, nos chefs d'État, comme ils ont, par exemple, des mandats de 4-5 ans, généralement, ils calent
leurs investissements en fonction de la durée de ces mandats-là. Et donc, je pense qu'en fait, l'idée ici, c'est vraiment de faire de l'intégration du risque climatique dans les politiques agricoles de façon très importante. D'accord. Ici également, ce serait important de prendre en compte surtout les savoirs locaux. Il faut que toutes les politiques publiques, pour que ça puisse être approprié par les populations, il faut que ces politiques publiques tiennent compte des savoirs locaux. Parce que les populations ont pendant très longtemps développé en fait des systèmes de résilience locaux qui leur permettent en fait de faire face au changement climatique. Et nos chercheurs, surtout par exemple tout ce qui est instituts nationaux de recherche agricole dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel, développent en fait des technologies et des innovations agricoles qui sont résilientes face au changement climatique. Mais le problème de ces technologies-là, c'est qu'en fait, ils sont faiblement adoptés par ces technologies sont faiblement adoptées par les populations ou bien les communautés locales. Et donc, il faudrait quand même que nos États appuient ces centres de recherche-là qui développent des technologies agricoles qui sont résilientes face au changement climatique en termes de semences, en termes D'accord. d'engrais, en termes de fertilisants, mais aussi de produits phytosanitaires. Mais ce sont des technologies qui tiennent compte du changement climatique et ce sont des technologies qui sont résilientes face au changement climatique, ce qu'on appelle les technologies climato-intelligentes. Des technologies climato-intelligentes et savoirs ancestraux. On y reviendra. Merci. Madame Raja Chafil, le Maroc a multiplié, on le sait, les engagements internationaux en matière climatique. Comment passer aujourd'hui d'une diplomatie climatique ambitieuse à une territorialisation concrète des politiques d'adaptation en 2026 ? Comme vous l'avez si bien dit, une territorialisation pas seulement de l'adaptation, mais de l'action climatique en général. Le Maroc, c'est vrai, a fait beaucoup d'efforts sur le plan des politiques climatiques, mais maintenant, il reste justement à les décliner au niveau territorial. Comment? Tout d'abord, en intégrant les impératifs de lutte contre le changement climatique et surtout d'adaptation dans les plans de développement régionaux, ce qu'on appelle les PDR. Parce que jusque-là, malheureusement, les plans de développement régionaux ne comportent pas une composante solide de lutte contre les changements climatiques, ne comportent pas, par exemple, de budget pour la cartographie des risques climatiques, ne comportent pas de budget, par exemple, pour anticiper et pour prévenir les catastrophes climatiques, etc. Monsieur a parlé de l'intégration des changements climatiques dans les politiques agricoles. Moi, je voudrais parler de l'intégration de l'impératif de lutte contre les changements climatiques dans toutes les autres politiques sectorielles, dans la politique du tourisme, par exemple, parce que n'oublions pas que les institutions touristiques, surtout celles qui se trouvent sur le littoral, avec la menace de l'augmentation du niveau marin, sont menacées également. Elles sont menacées également même par les inondations dans les villes, etc., etc. Il faut également intégrer les impératifs de lutte contre les changements climatiques dans les politiques industrielles, c'est-à-dire que même pour placer des sites industriels ou des zones industrielles, nous devons également avoir une cartographie des risques pour ne pas justement placer des sites industriels importants dans des zones à risque, notamment de risque d'inondation ou bien de glissement de terrain. Nous devons quelles alternatives, Madame Chafil, quelles alternatives concrètes justement mettre en place dans les villes, dans l'urbanisation rapide et qui accroît la vulnérabilité face aux événements extrêmes? Quelles alternatives concrètes urbaines aujourd'hui? D'abord, une bonne surveillance des zones à urbaniser. On sait qu'au Maroc, par exemple, il y a beaucoup d'autoconstruction. Il y a beaucoup de projets qui s'ouvrent pour justement que les citoyens
puissent acquérir des terrains et fassent de l'autoconstruction pour construire leur propre domicile, etc., ce qui est une excellente chose. Ça permet une certaine liberté pour les citoyens, justement, de construire leur logement comme ils veulent, etc. Seulement, moi, à mon avis, il faudrait quand même renforcer la surveillance pendant la construction ou pendant ces autoconstructions. Il faudrait justement renforcer la surveillance par des architectes pour qu'ils soient certains que les normes parasismiques sont appliquées, qu'au niveau du béton, donc ça va résister quand même à certaines intensités de catastrophes, etc., qu'au niveau de l'acier qui est utilisé dans la construction, etc., qu'on fait ce qu'il faut, etc., pour que ces bâtiments quand même résistent. Il faut également du contrôle, même dans les projets de logements économiques, ce qu'on appelle les logements économiques. Il faut renforcer quand même la surveillance au niveau de ces logements économiques pour qu'ils soient à même de résister justement aux futures catastrophes qui ne feront que s'intensifier. Parce qu'il ne faut pas considérer seulement les intensités de catastrophes aujourd'hui, mais il faut se dire que ces catastrophes vont en s'aggravant avec l'aggravation du changement climatique et que nous devons être prêts. Tout à fait. D'où l'anticipation, justement, dans les politiques publiques qui s'imposent aujourd'hui. Monsieur Bédital, on va en venir au financement maintenant. Avec vous, le financement climatique demeure, on le sait, insuffisant et toujours complexe d'accès pour de nombreux pays africains. Comment réformer ces mécanismes existants afin que l'adaptation devienne réellement opérationnelle sur le terrain et faire enfin que cette fameuse justice climatique dont on parle ne soit plus qu'un vain mot, une idée abstraite? Merci madame. Donc je crois que comme vous l'avez dit, en fait, nos pays ont d'énormes difficultés à accéder au financement vert, notamment tout ce qui est fonds liés en fait au fonds vert climat. Donc je pense qu'en fait, il nous faudrait quand même essayer de voir la responsabilité de nos pays face à ces difficultés-là. Parce qu'en fait, tant qu'on on continue à considérer en fait le financement climatique comme quelque chose en fait qui doit nous venir d'or, ça risque d'être compliqué. Donc, il nous faut quand même une certaine préparation institutionnelle donc, par rapport à l'offre de projet. Parce que généralement, les projets qu'on développe ne tiennent pas compte suffisamment de ce facteur climatique-là. Et donc, quand ces projets-là sont présentés au niveau du Fonds vert climat, généralement, ce sont des projets qui sont jugés non bancables. Et donc, il nous faut quand même travailler avec nos institutions à pouvoir capaciter nos institutions à pouvoir proposer en fait des projets bancables qui tiennent compte du facteur climatique, du risque climatique dans le financement vert. Donc, il nous faut également réformer l'architecture financière internationale. Donc, surtout quand par exemple vous soumettez en fait un projet pour en fait un projet au Fonds vert climat. Généralement, nos institutions nationales n'ont pas assez de procédures ou bien ne connaissent pas généralement les procédures. Généralement, elles se font assister par un consultant international qui pourra appuyer en fait ces institutions-là. Et nous, en fait, à notre niveau, pour renverser cette tendance-là, il nous faut travailler de façon à donner les capacités techniques à nos institutions pour pouvoir proposer à ces fonds verts-là des projets qui soient bancables et qui soient en mesure de tenir compte de ces facteurs climatiques-là. Et éviter également de considérer l'intégration de ces risques climatiques-là comme un luxe et juste comme quelque chose qu'il faut mettre juste parce que les bailleurs de fonds l'exigent. Donc, je pense que ça également, c'est extrêmement important. D'accord. Alors, j'ai une dernière question que j'aimerais vous poser à tous les deux, Monsieur Bédital et à Madame Raja Chafil, en très peu de temps si possible, puisque ça sera la dernière réponse de chacun de vous. Est-ce que la nature et les solutions fondées sur la nature, à l'échelle africaine notamment,
pourraient constituer une alternative crédible, selon vous, pour limiter les inondations, protéger les sols et renforcer la résilience des communautés rurales. Monsieur Tedibal, vous parliez tout à l'heure des savoirs ancestraux. Oui, tout à fait. En fait, les solutions fondées sur la nature peuvent quand même constituer un bon mécanisme qui va permettre en fait de gérer ces risques-là. Mais elles ne sont pas suffisantes. Donc, il faut quand même les associer à d'autres mécanismes qui pourront permettre en fait d'avoir des résultats. Par exemple, supposons, on prend juste l'exemple de tout ce qui est réaménagement des mangroves, tout ce qui est prise en compte des savoirs locaux dans les politiques publiques, les haies vives, tout ça là, c'est des solutions basées sur la nature. Le fait également d'inciter les agriculteurs à planter des arbres qui vont en fait fixer l'azote du sol. Tout cela, c'est des solutions qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas suffisantes pour faire face à ce phénomène de changement climatique. Intéressantes, mais pas suffisantes. Alors, Madame Raja Chafik, je vais terminer avec vous. La nature fait partie de la solution ? Bien sûr, elle fait partie de la solution, même si ce n'est pas la seule. Bien sûr, à côté d'une planification climato-résiliente, à côté justement d'une budgétisation sensible au climat, parce que monsieur a parlé tout à l'heure du budget, il faut quand même allouer des budgets assez conséquents, il faut que ce soit visible dans le budget de l'État et dans le budget des collectivités territoriales, c'est ce que nous appelons la budgétisation sensible au climat. Il faut également utiliser en partie parmi les solutions basées sur la nature. Pour donner un exemple très concret, par exemple, à travers la forestation, à travers la plantation d'arbres, la reforestation, etc., nous arrivons à fixer les sols parce que nous savons que si nous choisissons les bonnes essences d'arbres, par exemple, ça fixe le sol et ça protège les sols justement contre l'érosion, mais également contre les glissements de terrain. On peut citer également l'aménagement des berges, des oueds, etc., pour éviter dans une certaine mesure que les oueds ne débordent, etc. Merci infiniment à tous les deux. Merci à Madame Raja Chafik, experte internationale en changement climatique et ancienne directrice générale du Centre 4C au Maroc. Merci également à Monsieur Tal Bedi, expert en environnement et social au CORAF au Sénégal depuis Dakar. C'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci. Voilà, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.